10% par an. C'est le rendement moyen du S&P 500 sur le siècle dernier. Sauf que ces 10%, statistiquement, vous ne les toucherez jamais. Parce que sur 100 ans, le nombre de fois où le S&P 500 a fait sur une année entre 8 et 12%, eh bien c'est seulement 8 fois. 8 fois en un siècle. Malgré cela, il a toujours récompensé les investisseurs patients, même ceux arrivés au pire moment, juste avant le krach historique de 1929. 100 $ investis au pire moment de l'histoire en 1928, juste avant la crise de 29, seraient devenus 128 $ 10 ans plus tard, soit 28% de performance en 1938. Aujourd'hui, ces 100 $ investis en 1928 vaudraient plus de 70 000 € net d'inflation. Mais le vrai problème est ailleurs. Une étude de référence de l'Université de l'Arizona a démontré quelque chose de presque gênant. Depuis 1926, sur l'ensemble du marché américain des actions en bourse, seuls 4% des entreprises en bourse ont créé l'intégralité de la richesse boursière. Ce qui veut dire que si vous choisissez vos actions vous-même, vous risquez de louper les seules qui performent vraiment, puisque seulement 4% d'entre elles performent sur le long terme. Alors oui, le S&P 500 reste la meilleure porte d'entrée vers les marchés actions, mais à une condition, connaître ses pièges. Parce que la majorité des gens y investissent mal et le payent cher, souvent sans même le savoir. Alors dans cette vidéo, je vous montre la vraie performance du S&P 500, les 3 défauts structurels que personne ne vous explique et la stratégie qui permet d'en tirer le meilleur en évitant le pire. Pour comprendre comment le S&P 500 est arrivé à ce que l'on connaît aujourd'hui, il faut remonter à la fin du 19e siècle. En 1884, 2 investisseurs, Charles Dow et Edward Jones, publient le premier indice de l'histoire, le Dow Jones. Puis en 1896, le Dow Jones industriel, 12 valeurs au départ, 30 aujourd'hui. Et c'est une révolution. Pour la première fois, on peut mesurer la santé de la bourse avec un seul chiffre. Mais cet indice a 2 défauts majeurs. Il ne contient justement que 30 entreprises, c'est trop peu pour être représentatif de tous les secteurs de l'économie américaine et pour donner donc une vraie tendance générale. Mais surtout, il est pondéré par le prix des actions, ce qui n'a pas trop de sens. Par exemple, une entreprise dont l'action vaut 400 $ pèse 10 fois plus lourd qu'une entreprise dont l'action vaut 40 $. Et ce, même si la seconde est beaucoup plus grande en termes de chiffre d'affaires, en termes de valorisation et donc en termes de poids sur l'économie. Donc c'est un système imparfait pour l'investisseur puisqu'il représente de manière peu fidèle l'économie réelle. Résultat, ça complique la tâche des investisseurs qui ne peuvent pas bénéficier d'informations fiables sur l'état du marché actuel, les fondamentaux des entreprises, les mouvements sur le marché. Et justement, après la Première Guerre mondiale, l'économie américaine se développe à toute vitesse et suivre l'évolution des marchés devient un véritable enjeu. C'est donc en 1926 que la Standard Statistics Company, qui collecte et publie les données financières des entreprises, lance un indice à son tour. Cet indice a alors un objectif simple, représenter plus fidèlement l'économie américaine que le Dow Jones. Et elle introduit alors une innovation fondamentale, la pondération par capitalisation boursière. Plus le poids d'une entreprise dans les marchés financiers est grand, plus l'entreprise pèse dans l'indice. Donc pour ce faire, elle va calculer la capitalisation boursière d'une entreprise, tout simplement en multipliant le prix individuel d'une action par le nombre d'actions. Ensuite, toutes les capitalisations sont additionnées pour obtenir la capitalisation totale de l'indice et la part relative des entreprises de l'indice est ensuite calculée en pourcentage. Les capitalisations plus importantes occupent donc enfin une place plus importante. Et donc le Standard Statistic Index est ainsi créé et compte initialement 90 entreprises comme General Electric, US Steel ou General Motors. Ça va durer 15 ans. Puis en 1941, l'entreprise donc de statistiques Standard fusionne avec un des pionniers de la notation financière, Poor's. Donc c'est la nouvelle société Standard & Poor's, S&P, qui rassemble alors la collecte des données et leur analyse pour informer les investisseurs. L'indice prend donc le nom de S&P 90. Dans le même temps, l'économie américaine se transforme en profondeur. On est dans les années 50, les premiers ordinateurs voient le jour, démultiplient la vitesse de calcul comme jamais auparavant. Et donc face à ces évolutions, le S&P 90 n'est plus assez représentatif et présente de plus en plus des risques de biais, notamment au niveau de la concentration sectorielle. Donc si le nombre d'entreprises d'un indice est trop faible, ça risque de concentrer l'indice sur un seul secteur d'activité si ce secteur pèse trop lourd. L'économie donc n'est plus représentée dans sa globalité. En fait, ce qui était vrai pour le Dow Jones et ses 30 entreprises initialement, l'est devenu également pour le S&P 90. Et donc pour améliorer l'indice, 2 figures de S&P travaillent alors à la sélection de plusieurs centaines, non plus dizaines, mais centaines d'entreprises représentatives du marché américain et ils choisissent 500 entreprises qui représentent à l'époque 90% de la valeur totale du marché boursier américain. Donc le S&P 90 devient le S&P 500 et conserve la même logique de pondération par capitalisation
boursière. Et c'est cette structure-là, donc le S&P 500, posé en 1957, qui va permettre à l'indice de se démarquer, y compris pendant les pires crises économiques de l'histoire. Mais attention, investir dans le S&P 500 ne signifie pas conserver dans son portefeuille toutes les entreprises qui le composent ad vitam aeternam. En fait, le S&P 500 est en perpétuel mouvement. Des entreprises entrent dans l'indice, d'autres sortent. Le S&P 500 n'est pas un musée. C'est plutôt comme un classement, par exemple au football dans la Ligue 1, avec des équipes qui sont reléguées et des équipes qui montent en Ligue 1. Et bien là, c'est pareil. Des entreprises sont régulièrement sorties de l'indice et d'autres rentrent dans l'indice. Depuis 1995, c'est en moyenne 27 entreprises qui entrent et sortent chaque année de l'indice, soit un peu plus de 5% de l'indice. Donc il y a une véritable rotation et si aujourd'hui vous achetez toutes les entreprises du S&P 500 et que vous les conservez, peu à peu, vous allez dévier de la performance du S&P 500 parce que lui va s'ajuster alors que votre portefeuille ne va pas être mis à jour. Également, investir dans le S&P 500, ça ne veut pas dire acheter les 500 plus grosses capitalisations américaines. Le S&P 500 ne se base pas uniquement sur les 500 plus grosses. En fait, il souhaite présenter uniquement des entreprises matures et rentables. Donc il veut éviter les effets spéculatifs et toujours conserver une bonne image auprès des investisseurs. Et donc il y a des critères, notamment des critères quantitatifs de sélection d'entreprises de l'indice qui sont assez uniques. Donc c'est basé notamment donc, sur la capitalisation boursière, évidemment, mais ça prend aussi en compte des critères comme les bénéfices, la liquidité des entreprises, etc. Donc c'est par exemple pour ça que Tesla n'a été intégré dans l'indice S&P 500 qu'en décembre 2020, plus de 10 ans après son introduction en bourse en juin 2010. Parce qu'avant, elle ne faisait pas de bénéfices, elle a longtemps donc été exclue avant d'intégrer directement le top 10 des plus grosses valeurs à son entrée. Et il faut également que plus de la moitié du capital de l'entreprise soit échangé en bourse. C'est un besoin de liquidité. Si une action s'échange trop peu, son prix peut varier pour un rien et ne plus refléter la réalité du marché. C'est par exemple pour ça qu'on ne verra pas SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, qui est récemment entrée en bourse, eh bien on ne verra pas SpaceX dans le S&P 500, en tout cas pas pour le moment, alors même que SpaceX est rentré dans d'autres indices. Autre chose qui peut vraiment surprendre dans le S&P 500, le S&P 500 n'a pas 500 actions à l'intérieur. Il en a actuellement 503. Parce que Alphabet, la maison mère de Google, mais aussi Fox Corporation et News Corp, ont toutes les trois deux classes d'actions différentes. Donc pour Google, pour acheter du Google, en fait, vous achetez des actions Alphabet et il y a la classe A, l'action de classe A et l'action de classe C. Donc souvent, c'est parce que les deux actions ne s'échangent pas au même prix et ont des privilèges différents. Et donc ces deux actions d'Alphabet sont bien dans le S&P 500 et donc en fait, il y a plus d'actions que d'entreprises dans le S&P 500. Donc, entre ces critères et l'évolution permanente de l'économie, le S&P 500 se renouvelle donc sans cesse. Une étude du cabinet InnoSight, publiée en 2012, estimait qu'au rythme de renouvellement actuel, 75% du S&P 500 est remplacé tous les 15 ans. Quand on regarde d'ailleurs le top 10 du S&P 500 depuis 1980, on voit qu'il a énormément changé. Dans les années 80, c'était surtout IBM qui était en tête avec Exxon, General Mobile, Royal Dutch Petroleum, AT&T, Philip Morris, voilà, des entreprises qui aujourd'hui ne font plus partie de ce top 10%. À partir des années 2000, on a vu évidemment des entreprises du secteur de la technologie arriver, avec Microsoft qui s'est fait une place et qui a gardé cette place dans le top 10 encore aujourd'hui, Apple qui est arrivé dans les années 2010 et qui a aussi gardé sa place, Google évidemment, Amazon, Facebook et encore depuis 2020, ça a encore changé puisqu'aujourd'hui, la société la plus capitalisée du S&P 500, c'est Nvidia. Alors tous ces turnovers et surtout quand une action sort de l'indice, c'est souvent à cause d'un rachat, d'une absorption ou bien d'une fusion, mais parfois c'est aussi évidemment à cause d'une faillite ou d'une baisse assez forte de la capitalisation. Et ça, c'est confirmé puisque l'espérance de vie moyenne des entreprises dans le S&P 500 est aujourd'hui de 15 ans. Donc ce renouvellement permet à l'indice de toujours bénéficier des meilleures performances en ayant toujours dans l'indice les entreprises qui sont à la pointe, qui ont finalement la plus grosse capitalisation, ça veut dire donc qui ont bien performé, en tout cas n'ont pas trop baissé ou justement ont bien monté et sont rentrés dans l'indice. Et ce phénomène donc d'auto-nettoyage de l'indice est très important dans la performance d'un indice. C'est ce qui fait qu'avoir un portefeuille d'actions soi-même, il va falloir faire des réajustements, il va falloir faire cet auto-nettoyage parce que sinon vous allez rapidement sous-performer les marchés si d'ailleurs vous ne les sous-performez déjà pas puisque c'est quand même très dur de faire mieux qu'un S&P 500, enfin d'essayer de battre le S&P 500 à son propre jeu. Et ça, on va en revenir juste après. Mais avant ça, ce dont on parle moins, c'est aussi
la réalité derrière ces performances? Depuis près d'un siècle, le S&P 500 a généré 10,34% de rendement annuel moyen dividende réinvesti. C'est colossal. En comparaison en euros, depuis l'accès aux données des 3 indices en 1992, le S&P 500 a généré un rendement annuel total return de 11,25%, le Dow Jones 11,12% et le Stoxx Europe 600 8,2% par an. Sur le papier, c'est donc un indice très intéressant, mais ça cache évidemment une réalité plus complexe parce que la performance du marché n'est pas régulière. Quand on dit 10% par an en bourse, ce n'est absolument pas chaque année. Et cette obsession justement de vouloir faire la performance moyenne 10% par an chaque année, eh bien ça peut pousser les gens à faire les pires erreurs. Vendre dans la panique au plus bas, puis racheter au plus haut en pensant faire des profits. Lorsqu'on investit, il faut toujours donc avoir en tête que les moyennes sont une indication sur le long terme et c'est pas du tout la réalité du moment. Il faut être prêt à subir des baisses sans dramatiser et bénéficier de belles performances sans avoir pour autant la tête qui chauffe. Parce que justement, on l'a vu, une performance annuelle équivalente à la moyenne pour le S&P 500, donc que le S&P 500 fasse au cours d'une année plus 10%, c'est finalement un fait exceptionnel. On l'a vu historiquement, les marchés ont été très volatiles et sur un siècle, c'est arrivé juste 8 fois. C'est donc cette volatilité des performances annuelles qui a inspiré à Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, son mantra Stay the course. L'important, c'est de savoir garder le cap, d'adopter les bonnes stratégies parce que historiquement, le marché affiche un rendement compris entre moins 10% et plus 20% 2 années sur 3. Mais un tiers du temps, le marché fait beaucoup plus ou beaucoup moins, jusqu'à moins 47% en 1931 au cœur de la Grande Dépression. Et pourtant, même à cette période, un investissement aurait été rentable sur 20 ans. Car à chaque grande crise, le marché finit par rebondir. Le rétablissement de la confiance des investisseurs, grâce notamment à cette époque aux annonces du New Deal par le président Roosevelt, a entraîné finalement la plus grande hausse de l'histoire sur une seule année. En 1933, l'indice clôture à plus 53%. Et cette capacité de rebond de la bourse s'est toujours vérifiée dans l'histoire. Grâce à ça, l'indice dividende réinvesti n'a jamais affiché un rendement négatif sur une période de 12 ans depuis 76 ans. Donc depuis 1950, tous les investissements réalisés pendant 12 ans ou plus ont été gagnants, peu importe le moment d'entrée. Tous les investisseurs sur le S&P 500, donc sur l'indice, donc c'est-à-dire plutôt sur un ETF, qui ont tenu plus de 12 ans, sont gagnants dans l'histoire. Même en investissant juste avant le crack de 2008, puisque d'ailleurs juste après le crack de 2008, l'indice va même tripler dans les années qui suivent, entre mars 2009 et novembre 2014, avec plus de 200% de progression. Autre exemple, seulement 6 mois après la crise du Covid et son point le plus bas atteint en mars 2020, le S&P 500 atteint un niveau record historique avec une progression de plus 50% le 18 août 2020, en seulement 6 mois. D'ailleurs, aujourd'hui, il atteint plus du triple de son niveau de mars 2020. Et pourtant, beaucoup de gens remettent à plus tard le moment de s'occuper de leur argent. Pas par manque de volonté, mais parce que ça semble complexe, réservé aux initiés, ou que personne ne vous a jamais expliqué comment faire. Et bien justement, si vous voulez apprendre à investir intelligemment, j'ai créé une formation offerte. Pas de jargon, pas de théorie abstraite, juste l'essentiel, structuré, concret, pour que vous repartiez avec une vision claire et les fondations pour agir dans les heures qui suivent. C'est gratuit, cliquez sur le premier lien en description si ça vous intéresse. Ce qu'il faut aussi comprendre avec le S&P 500, c'est que c'est pas seulement la meilleure manière d'investir pour les particuliers. Si vous voulez, Warren Buffett a écrit que l'argent destiné à sa propre famille devrait être placé à 90% dans un fonds indiciel S&P 500 à très faible frais. Un fonds indiciel, c'est le moyen d'investir sur l'intégralité d'un indice, donc souvent représenté par le sigle ETF, c'est un petit peu un amalgame. ETF, c'est Exchange Traded Fund, c'est simplement un fonds échangé en bourse, mais beaucoup d'ETF sont indiciels, donc vont répliquer un indice. Et donc ça vous permet d'investir dans le S&P 500 sans avoir à acheter individuellement les 503 actions du S&P 500 et sans avoir à faire vous-même le renouvellement et l'auto-nettoyage du S&P 500. Tout est fait en automatique dans votre ETF. Et c'est vraiment ça qui permet de profiter de toute la puissance de la bourse. Un investissement de $100 en 1926 sur la totalité de l'indice dividende réinvesti donnerait aujourd'hui 1,9 million de dollars. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de perdre de l'argent avec le S&P 500. Toutes les stratégies comportent des risques, investir comporte des risques, mais évidemment certaines stratégies tendent à minimiser ces risques, comme les stratégies passives que je vous partage sur ma chaîne YouTube. En effet, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas toujours le plus compliqué, parce que le secret du S&P 500 est en réalité à la portée de tous. C'est la diversification, c'est le fait que le S&P 500 représente aujourd'hui près de 80% de la capitalisation du marché américain, donc une large diversification. D'ailleurs, à elle seule, ces 500 valeurs représentent
représente environ 40% de la capitalisation boursière mondiale, pour seulement 1% des entreprises cotées dans le monde. Alors, oui, il y a plus de 50 000 entreprises cotées en bourse dans le monde. Donc 500 entreprises sur 50 000. En fait, le S&P 500 ne vous donne accès qu'à 1% des marchés cotés. Au niveau des secteurs, eh bien, tous les secteurs sont représentés. Alors évidemment, on retrouve à l'intérieur beaucoup de géants technologiques, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia. C'est pas uniquement un indice tech, puisque on trouve aussi donc des banques comme JP Morgan, des entreprises industrielles comme Boeing, des sociétés de santé comme Pfizer, des entreprises de consommation comme Coca-Cola, McDonald's, etc. Et l'avantage de cet indice, c'est donc qu'il reste diversifié sur tous les secteurs de l'économie et qu'il représente quand même assez bien l'activité sectorielle de l'économie américaine. Aussi, donc on en parlait avec le critère de profitabilité que j'ai évoqué tout à l'heure et la nécessité d'avoir des bénéfices, il évite aussi mieux les actions très spéculatives que d'autres indices comme le Nasdaq par exemple. On parlait tout à l'heure de SpaceX qui a été introduit au Nasdaq très récemment le 11 juin, et donc l'entreprise enregistre actuellement d'énormes pertes, des milliards de dollars, et donc elle n'est pas éligible et n'entre pas pour l'instant au S&P 500. Mais la diversification du S&P 500 va encore plus loin que juste les secteurs qu'on vient de voir. Alors je sais, ça peut sembler contre-intuitif, mais sa diversification est aussi géographique. Parce que même si toutes ces entreprises sont originaires des États-Unis, leurs revenus proviennent du monde entier. Apple, McDonald's, Coca-Cola vendent en Asie, en Europe, sur tous les continents du monde. Investir dans le S&P 500, c'est donc investir de manière indirecte dans finalement toute l'économie mondiale. Alors attention, il faut garder en tête quand même qu'investir uniquement dans le S&P 500, ça vous ferme à tout un pan de la bourse et de l'économie mondiale, comme les actions des pays émergents ou les actions européennes. Et puis de toute manière, un patrimoine diversifié ne se contentera jamais uniquement d'un ETF S&P 500. Tout comme il ne se contentera pas uniquement de la bourse pour faire fructifier son capital, mais également d'autres classes d'actifs autres que la bourse pour vraiment diversifier et avoir des actifs décorrélés entre eux. D'ailleurs, et c'est une réalité, certains investisseurs ont malgré tout perdu de l'argent avec cet indice et vont continuer à en perdre, même si c'est pas réellement dû à ses performances. Mais il peut s'agir de ceux qui tentent de timer le marché avec une stratégie trop active, de ceux qui n'investissent pas assez longtemps, de ceux qui sortent du marché face aux baisses, mais enfin et surtout de ceux qui pratiquent le stock picking, le fait de sélectionner activement des actions au lieu d'investir sur tout le panier de l'indice. Pourquoi? Eh bien parce que ça comporte de très gros risques. Je vous réfère à l'étude scientifique du professeur Hendrik Bessembinder, publiée dans le Journal of Financial Economics. Donc c'est un universitaire très reconnu dans la finance académique, notamment pour ses travaux de comparaison entre les actions et les bons du Trésor américain. Donc en fait, dans cette étude, il a analysé les performances de milliers d'entreprises cotées depuis près d'un siècle. Et la conclusion va à l'encontre de tout ce qu'on imaginait jusqu'alors, la bourse n'est pas rentable. 96% des actions en bourse n'amènent pas de performance par rapport à des actifs sans risque. La bourse n'est rentable uniquement si vous diversifiez et si vous avez justement ces 4% d'entreprises qui génèrent toute la valeur sur le long terme. Donc seulement 4% des entreprises américaines sont responsables de la totalité de la création de richesse sur le marché américain. Et à l'échelle mondiale, ce chiffre tombe à 1,3%. En clair, la rentabilité d'un investissement en bourse dépend d'un tout petit nombre d'entreprises qui sont assez extraordinaires, qui vraiment explosent les compteurs. Mais sinon, c'est 96 à 99% des entreprises cotées qui ne créent aucune richesse au-delà d'un simple placement sans risque. Et lorsque vous faites du stock picking, donc lorsque vous sélectionnez vous-même vos actions une par une, eh bien vous risquez de passer à côté de ces 4% d'actions, même au niveau mondial 1% d'actions qui font toute la différence. Et donc forcément, si vous n'avez pas toutes ces entreprises, tous ces 4% d'entreprises, eh bien votre portefeuille va en souffrir et votre rentabilité va dégringoler. C'est pour ça donc que le meilleur moyen d'investir en bourse, c'est d'investir sur la totalité d'un indice, la totalité d'un marché et évidemment grâce aux ETF. Et donc, pensez que vous pouvez réussir à inclure ce petit pourcentage d'actions performantes dans votre portefeuille sans avoir les autres, eh bien, c'est quand même assez illusoire. Vous devez savoir que même les plus grands fonds d'investissement, même les plus grands professionnels en bourse n'y arrivent pas. Sur 10 ans, d'après l'étude Spiva, les études menées par le S&P Global, 85,59% des fonds américains font moins bien que le S&P 500. Sur 20 ans, c'est 93% des gérants professionnels qui sous-performent le S&P 500. Donc même les professionnels n'arrivent pas à battre l'indice. Et si on prenait des durées encore plus longues, on s'approcherait peu à peu de 0% des professionnels qui n'arrivent pas à battre le S&P 500. Donc vous voyez bien à quel point c'est très difficile, voire quasiment impossible de réussir à battre le S&P 500 sur son terrain
terrain de jeu. Et là, eh bien, on touche à quelque chose que je connais profondément en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Je sais et je vois toutes les semaines que la plupart des Français qui ont un petit peu investi, qui veulent s'exposer aux actions, eh bien, ce qu'on leur a vendu, c'est un fonds en banque, un fonds maison avec des frais astronomiques qui ne sont pas du tout justifiés puisqu'ils n'apportent aucune surperformance, mais qui vont au contraire grignoter leur capital année après année. C'est ainsi qu'on voit souvent des gens qui viennent nous voir qui ont des assurances vie depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et dans laquelle il y a très peu de rendement, très peu de rentabilité, voire parfois des assurances vie qui sont dans le rouge à cause donc de ces fonds professionnels qui n'apportent presque aucune réelle plus-value par rapport en tout cas aux frais qu'ils facturent et qu'ils défendent beaucoup plus les intérêts de la banque que les intérêts des épargnants derrière. Donc nous, quand on voit ça, le réflexe, c'est de arbitrer très rapidement, le plus rapidement possible pour arrêter cette hémorragie. Et ça, eh bien, les banques, votre banquier ne vous le dira probablement jamais parce que ce n'est pas du tout dans leur intérêt. Et c'est par exemple pour ça que fin 2007, Warren Buffett lance un défi public à tous les professionnels en bourse. Il dit que personne ne peut battre un simple fonds S&P 500 sur 10 ans. Et il mise $1 million sur ça. Il n'y a qu'un seul gérant qui prend le pari, Ted Seed de Protégé Partners. Et 10 ans plus tard, le constat est brutal, plus 7,1% de performance par an pour le S&P 500 contre 2,2% par an pour les fonds sélectionnés par Ted Seed. Et donc le seul qui avait relevé le pari, Ted Seed, eh bien il a décidé d'abandonner avant même la fin. Donc retenez ça, le S&P 500, c'est pas un produit miracle, c'est pas non plus un piège, c'est un outil très puissant pour ceux qui savent comment s'en servir, mais évidemment totalement médiocre quand on l'utilise mal. Quand par exemple on vous dit que la bourse fait 10% par an, alors que ce n'est pas chaque année. Quand on vous dit que le S&P 500 fait 10% par an et que vous sélectionnez des entreprises à l'intérieur en essayant d'obtenir cette performance, alors que vous allez très probablement largement sous-performer. Celui qui va donc vraiment s'enrichir grâce à la bourse, grâce aux ETF, grâce au S&P 500, c'est pas celui qui aura plus de chance, plus de timing ou celui qui arrivera à sélectionner les bonnes actions. C'est juste celui qui arrivera à tenir pendant longtemps et qui s'occupera de ses finances le plus tôt possible. Le reste, c'est que du bruit. Alors, si vous souhaitez apprendre à bien investir en bourse, à construire votre portefeuille d'ETF, je vous rappelle que vous avez accès donc à notre formation offerte. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder maintenant.